Bienvenue. Ce qu'on va voir ensemble, c'est un véritable guide stratégique pour naviguer le marché carbone de l'Union européenne. C'est un système qui peut paraître complexe, c'est vrai, mais c'est surtout un enjeu absolument crucial pour n'importe quel dirigeant, aujourd'hui comme demain. Alors, pour commencer, une question qui a l'air toute simple. Dans le monde des affaires actuelles, c'est quoi la nouvelle monnaie d'échange? Celle qui est en train de redéfinir toutes les règles du jeu. Le décor, il est là. Des industries lourdes, des chaînes logistiques qui parcourent le monde entier. Et c'est précisément dans ce contexte que la réponse à notre question, elle prend tout son sens et elle vient impacter directement les bilans financiers. Allez, on plonge dans le vif du sujet. On est en train d'assister à un changement fondamental. Le carbone, ce n'est plus juste une ligne dans un rapport RSE, c'est devenu le cœur battant de la stratégie d'entreprise. En fait, tout part de là. Le fameux pacte vert pour l'Europe et son paquet ajustement à l'objectif 55, ce ne sont pas juste des belles paroles politiques. Non. C'est le moteur d'une énorme transformation réglementaire qui oblige chaque entreprise à tout repenser. Et voilà, on touche au point central de toute cette analyse. Gérer ses émissions de CO2, c'est devenu une fonction financière, au même niveau que de gérer sa trésorerie ou de maîtriser ses coûts de production. C'est un changement de paradigme, un vrai de vrai. Bon, d'accord. Mais alors, comment savoir si une entreprise est touchée directement? Le système peut faire penser à un labyrinthe, c'est vrai, mais en réalité, il est plutôt bien structuré, avec des périmètres très clairs. Regardons ça de plus près. D'abord, il y a le système historique, le SECEU1. Lui, il cible les très gros émetteurs, centrales électriques, aciéries, cimenteries. Le critère pour y entrer, une puissance thermique de plus de 20 MW. Et petite subtilité, cette puissance, elle s'additionne sur un même site. Ensuite, une extension majeure, toute récente, le secteur maritime. Désormais, les gros navires sont aussi dans la boucle. La règle est assez simple à comprendre. 100% des émissions sont comptées pour les trajets à l'intérieur de l'Europe et 50% pour les trajets qui entrent ou qui sortent de l'UE. Et attention, la mise en place, elle est hyper rapide. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir la montée en charge. On démarre à 40% des émissions et en à peine 3 ans, bam, on est à 100%. La pression monte très très vite. Et ce n'est pas fini. Le CQSE2 se prépare en coulisses. Mais cette fois, le système change de logique. On ne cible plus l'utilisateur final, mais les fournisseurs en amont. Ceux qui mettent les carburants et le fuel sur le marché. C'est une façon très maligne d'intégrer des millions de petites sources d'émissions d'un seul coup. Ok, maintenant que le périmètre est un peu plus clair, passons à la pratique. Concrètement, comment on gère cette obligation? C'est quoi les étapes opérationnelles qu'il faut absolument maîtriser? Le cœur du réacteur, c'est cet outil, le registre de l'Union. Pour bien comprendre, il faut l'imaginer comme le compte en banque de l'entreprise, mais au lieu d'euros, il y a des quotas carbone. Perdre son accès, c'est comme se faire geler son compte bancaire. Plus rien ne bouge. Donc la priorité numéro 1, c'est la sécurité de cet accès. Heureusement, il y a un filet de sécurité. S'il y a le moindre soupçon de fraude, il existe une procédure d'urgence, une sorte de bouton panique qui permet de tout bloquer instantanément. C'est vraiment le dernier rempart pour protéger des actifs qui peuvent valoir des millions d'euros. Chaque responsable doit connaître cette procédure sur le bout des doigts. Le rythme de tout ce système est dicté par un calendrier très strict. Il n'y a pas de négociation possible. Il y a 3 dates à graver dans le marbre. Le 31 mars, on déclare. Le 30 juin, on reçoit les éventuels quotas gratuits. Et surtout, le 30 septembre. Ça, c'est la date de paiement, le jour de vérité. Et si cette fameuse échéance n'est pas respectée, alors là, les conséquences ne sont pas juste administratives, elles sont financières et elles sont très très lourdes. L'enjeu est énorme. Le mécanisme de sanction est pensé pour être extrêmement dissuasif. On l'appelle la double peine. Et c'est exactement ça. Non seulement l'entreprise paye une amende de plus de 100 € pour chaque tonne qui manque, mais en plus, elle doit quand même acheter et rendre ses quotas l'année d'après. C'est un double coup dur pour la trésorerie. Alors pour éviter d'en arriver là, la clé, c'est la maîtrise des données. Cette matrice, elle illustre parfaitement la bonne démarche. On identifie un risque, par exemple une simple erreur de saisie manuelle, on évalue son niveau, ici élevé, et on met en place un contrôle, comme le principe de la double validation, pour ramener ce risque à un niveau faible. Allez, on passe au niveau supérieur. Parce que la conformité, c'est la base. Mais les entreprises qui s'en sortent le mieux sont celles qui transforment cette contrainte en un véritable avantage stratégique et financier. Prenons un cas pratique. Une entreprise, Metalco, doit acheter 50 000 quotas. Option A, elle attend, elle croise les doigts et elle risque de voir sa facture exploser si le prix du carbone s'envole. Option B, elle utilise un produit financier, un contrat à terme, pour fixer son prix dès aujourd'hui. D'un côté, on subit le marché, de l'autre, on pilote sa marge et on sécurise son résultat. Gérer le risque financier, c'est une chose. Mais la vraie question stratégique, c'est comment on décide où allouer son argent pour réduire les émissions de la manière la plus intelligente et la plus rentable.
Eh bien, la réponse se trouve dans cet outil au nom un peu barbare, la courbe des coûts marginaux d'abattement. En fait, c'est le tableau de bord ultime. Il permet de classer tous les projets de réduction d'émissions possibles, du moins cher au plus cher, et de les comparer au prix du carbone. C'est un outil d'aide à la décision surpuissant. Pour terminer, il faut bien comprendre que tout ce savoir, ce n'est pas juste de la théorie. Ça se traduit par des compétences très concrètes, des compétences qui sont de plus en plus recherchées sur le marché du travail. Savoir modéliser une courbe CCMA sur Excel, maîtriser sur le bout des doigts les procédures du registre, ou encore savoir auditer un flux de données. Ce ne sont plus du tout des compétences de niche. Ce sont les hard skills, les compétences techniques clés qui vont vraiment faire la différence pour les leaders de demain. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Dans cette nouvelle économie où le carbone a un prix bien réel, la capacité à lire un bilan financier va évidemment rester cruciale. Mais est-ce qu'elle ne sera pas bientôt totalement inséparable de la capacité à déchiffrer un bilan carbone? La question, en tout cas, mérite d'être posée.